Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'ESPN. Aujourd'hui, on reçoit Fabien Gridel, qui est l'auteur de Rest in Peace et Turing Machine. Donc Turing Machine qui est disponible en précommande pour l'instant et va être disponible, je crois, à l'achat de ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, le 28. Voilà, c'est ça. Donc pile pour la fin du mois. Donc, pas bien. Est-ce que tu veux un peu te présenter, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du jeu de société, dans le monde de la création du jeu de société? Me présenter, je suis Fabien Gridel, je suis le co-auteur avec Johan Levé de Turing Machine. Et puis, comme beaucoup, j'étais passionné de jeux de société. Ça a commencé évidemment très très jeune, évidemment un club de jeux de rôle quand j'avais 12 13 ans, et puis je suis tombé dans la folie de Magic. Et puis quand j'étais jeune adulte, j'étais parisien, ce que je ne suis plus depuis longtemps, depuis presque 20 ans, mais quand j'étais jeune adulte, j'étais parisien, et parisien, j'ai rencontré plein de gens, dont une bonne partie est rentrée dans le milieu du jeu en tant que professionnel. C'est-à-dire que c'est à l'époque où j'ai rencontré Adrien Martineau, qui est maintenant le directeur de studio de Days of Wonder. On jouait très très souvent avec Cyril, qui est maintenant chez Space Cowboys, qui était le patron d'Istari, mais moi je l'ai rencontré dans son autre vie avant. Donc j'ai rencontré tout plein de gens à Paris à cette époque-là, de passionnés de jeux de société, et c'est avec eux que ça a pris. Donc ça c'était vraiment le tout début des années 2000, l'année 99, 2000, 2001, 2002. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout joué. Parce que la passion de la création, si on peut appeler ça une passion de la création, est arrivée bien plus tard me concernant. J'ai participé à des jeux sur un plateau, qui était une revue mensuelle sur les jeux de société. J'avais programmé il y a, je ne saurais plus trop dire la date, mais sûrement dans les années 2003-2005, un site qui s'appelait Ludagora qui permettait de jouer en ligne à certains jeux de société. Donc on avait adapté Medina, on avait adapté 7 de Marshall Falco, Maniki, Samouraï de Knizia, donc les grands classiques de l'époque. Le lièvre et la tortue euh, également. Et donc ça, c'était pareil, c'était la première décennie. Je postais énormément sur les forums. À l'époque, c'était Onku qui tenait le haut du pavé sur les forums de jeux de société. Et puis plus tard, ce fut Trick Track. Et puis plus grand-chose durant la deuxième, à partir de 2010. Parce que moins envie, parce que voilà, donc j'ai juste continué à jouer. Et c'est donc que très très récemment que la création m'est venue, et c'est clairement au contact de Johan. D'accord, ok. Et donc, du coup, ton premier jeu c'était Rest in Peace, qui a été, Tout à enfin, fait. édité en tout cas. Je sais Mm. pas si c'était ton premier projet par contre, ou si t'avais eu d'autres projets Alors, avant et que c'est celui-là qui est sorti finalement. ouais, bah, c'est un peu ça. Le premier contrat que j'ai signé, c'était un contrat de commande, et tout le monde l'a abandonné. C'est assez curieux parce que voilà, on était trois à avoir signé un contrat conjointement, et pourtant j'en ai un excellent souvenir, ce qui est assez curieux parce que vu que le projet n'a pas été au bout, on pourrait croire que voilà. Mais en vérité, c'est aussi grâce à ce contrat que je me suis dit que qu'on aimait bien bosser ensemble avec Johan. Avec Johan, on se connaît depuis très longtemps. On est évidemment tous les deux fans de jeux de déduction. Et on apprécie globalement les mêmes choses dans les jeux. Mais du coup, suite à cet échec, si on peut appeler ça un échec, il y a eu pas mal d'idées qui ont tourné. Et avant même Turing Machine, même si c'est le premier jeu qu'on a signé, c'est en vérité le deuxième qui sort. Rest in Peace a été signé genre 3 ou 4 mois plus tard, sauf que lui a eu un temps de mise en production et d'arrivée sur les étals beaucoup plus rapide. Sûrement aussi que le jeu est de moindre envergure, avec moins de défis en termes de conception, de production et ainsi de suite, puisque bah, c'est une boîte à 15 euros, c'est du matériel extrêmement standard, ce qui n'est pas le cas de Turing Machine. Et oui. Et du coup, donc, pour Turing Machine, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce jeu-là, cet univers-là? Parce que c'est vrai que bon, on a eu le film Alan Turing il y a quelques années Ouais, qui a mis en avant ce personnage qu'on connaît pas beaucoup en fait finalement. Enfin, à part évidemment ceux qui sont dans le monde de l'informatique, mais c'est vrai que les gens ont tendance à oublier qui est Turing en fait, l'inventeur c'est de vrai. l'ordinateur. Et du coup, donc toi, toi et Johan, qu'est-ce qui vous ont ouais, Ouais, dit tiens. c'est une histoire assez curieuse. Le
il y a un jour où on joue avec Johan à Cryptid, un jeu de déduction, parce qu'on joue à tous les jeux de déduction, donc quand il y en a un qui sort, on y joue. Et on trouve ça cool, ça a plein de défauts Cryptid, alors que c'est un excellent jeu, mais c'est pas le débat, c'est pas le débat ici. Mais du coup, en rentrant d'un week-end, je me dis, tiens, c'est marrant, comment est-ce que le mec il a créé ça, hein. C'est étonnant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment le gars il fait ça, hein. Je suis informaticien d'origine, euh, j'ai fait toutes mes études là-dedans, ça fait 20 ans que je fais ça, et du coup je programme plus qu'à titre de loisir, je ne fais plus de programmation à titre professionnel. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais réfléchir à faire un truc où on va faire un digicode. Et avec un digicode, tu dis à tes copains, chacun une information. Par exemple, le premier chiffre est supérieur à 3, le deuxième chiffre est inférieur au quatrième, la somme du cob est un multiple de 3, il y a plus de pairs que d'impairs. Et si tous les copains arrivent ensemble devant le digicode et qu'ils se mettent en commun toutes les informations-là, et ben, ils arrivent à trouver un code. Et donc ça, c'est un premier proto que j'ai fait. C'est d'ailleurs, j'ai même s'il était avant Turing Machine, je travaille encore sur ce proto-là parce qu'il me plaît vachement. C'est un jeu coopératif et c'est rigolo comme idée. Et et du coup, je montre ça à Johan. Donc c'est au moins un an après, le première ligne de code en fait, hein. Et Johan, de son côté, lui, il avait un autre jeu avec une autre mécanique astucieuse, avec des cartes perforées. Et un jour, il m'appelle, il me dit, bah tiens, ça me ferait marrer de bosser sur ton truc. Est-ce que tu peux m'envoyer ton code? Donc je lui envoie mon code. Il était dans un sale état parce que c'est un truc que j'avais fait moi sur un coin de table de mon côté. Et Johan est très autodidacte. Il comprend ce que j'ai voulu en faire. Il avait de son côté l'histoire des cartes perforées. Il me rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, je peux faire un truc avec ton jeu, faire en sorte que on s'interroge pas entre les joueurs, mais on interroge la machine, on interroge, voilà. Je dis bah ça paraît con, mais vas-y, fais ce que tu veux. À mon avis, c'est sûrement une très mauvaise idée. Preuve que vraiment j'ai un immense feeling dans les jeux. Et non, bah non, du coup ça a été la folie pendant des mois et des mois après de développement là-dessus, parce que bah voilà, il a apporté un truc absolument fantastique, cette idée d'interroger le jeu avec des cartes perforées, avec un système qui fonctionne. Et puis bah, un jour, il me dit bah c'est bon là, je crois vraiment que ça marche. T'es là? Ouais, bah je viens. Donc on habite tous les deux dans la région lyonnaise, mais on n'est pas si proches l'un de l'autre. Donc il prend sa voiture, il abandonne sa boutique une demi-journée, il tient une boutique de son côté. Et puis du coup, quand il me montre ce qu'il en a fait, je me dis, waouh, là c'est dingue quoi, vraiment, c'est dingue. Alors ça ressemble pas du tout à ce que vous allez retrouver dans la boîte en termes de matériel, parce que c'est un truc qui était fait à l'imprimante 3D, c'était un truc beaucoup plus artisanal que cela. Mais vraiment, c'est le moment où on se dit, bah c'est dingue quoi. Enfin, c'est juste dingue la réunion, enfin l'union de ces deux trucs ensemble, ce que ça a donné, quoi. Et voilà, du coup, plusieurs années plus tard, du développement, le travail fou des scorpions, et dans une semaine, ça sera dans vos boutiques. Ok, d'accord. Ouais, sacrée aventure hein, quand même. Puis une belle aventure de Kohotora du coup. Donc c'était très chacun y met de son idée et puis on avance après dessus. C'est ça? Ouais, Du coup. avec Johan, bon, déjà, on s'entend très bien, donc c'est quand même extrêmement simple. On s'écoute beaucoup. C'est-à-dire on s'appelle beaucoup et on s'écoute beaucoup. Même quand on a des idées complètement cons et des machins qui paraissent complètement farfelus, on préfère en débattre. Et souvent ça donne quelque chose à la fin, donc voilà. Après, Johan est beaucoup plus acharné que moi et beaucoup plus travailleur que moi. Euh, donc il a été beaucoup plus à la manœuvre sur la deuxième partie du projet. D'accord, ouais. Et du coup, bah, donc, enfin, pardon, comme les gens le pensent, bah, enfin, la machine de Turing, c'est quand même quelque chose de compliqué, etc. Et comme tu le présentes quand même à la base, le concept de Ouais. base est quand même pas si simple que ça, hein, Non. de se faire des calculs, voilà, tout ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé en fait à épurer le jeu de façon à ce qu'il soit jouable en fait, de façon à ce que bah, les gens prennent plaisir parce que c'est ce qui est ressorti quand même de pas mal de critiques du jeu, c'est que les gens prennent plaisir en fait finalement à y jouer. Euh, ouais, comment est-ce que vous avez Ouais. réussi à Il épurer y tout a, ça?
Il y a plein de trucs. Déjà, le plaisir dans le jeu, c'est pas le même pour tout le monde. Et ça, faut en être vraiment conscient. Il y a des gens qui veulent s'asseoir à une table de jeu et boire des bières en s'amusant avec des copains. Et quel que soit le jeu sur la table, dans tous les cas, ils passent un bon moment. Ils sont foutus du jeu. Limite, le jeu, c'est l'accessoire qui fait que t'as passé un bon moment, mais voilà. Il y en a d'autres qui aiment dans le jeu que le jeu déclenche les fous rires. Les party games ne fonctionnent que sur ce ressort-là. Il y en a d'autres qui aiment dans le jeu uniquement la performance intellectuelle et la compétition. Il y en a d'autres qui ne réfléchissent que à la performance intellectuelle. Les jeux de logique, ça répond à ça. Les jeux de logique, la satisfaction du joueur vient dans le moment où on réalise, le moment où on déduit, le moment où on trouve. C'est à la limite, c'est assez bizarre quoi, mais pour ceux qui aiment ça, on a un plaisir incroyable à découvrir. Donc, donc l'idée, c'est comment est-ce que de ce principe un peu bizarre d'aller chercher, comment est-ce que de quatre vérités, on arrive à un seul et unique code au travers de cartes perforées. Euh, Bah là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le premier élément, c'est l'ergonomie et la règle. Ça peut paraître un peu trivial à dire, mais même si la règle n'a pas tellement bougé depuis le proto initial, les ajustements qui ont été faits et la sélection qui ont été faites sont absolument énormes. Nous, au début, le jeu était avec des cartes perforées, c'était un code à 4 chiffres par exemple. Il y avait beaucoup plus de combinaisons, ce qui voulait dire que les cartes étaient plus grandes, que les trous étaient plus petits, que la lisibilité était moindre. Le deuxième élément, c'est qu'il faut, comme le jeu est très simple mécaniquement, un tour de jeu où on prend des plaquettes, on prend un code, on pose 3 questions et on recommence. Donc tout le monde comprend la règle, mais comprendre comment fonctionne la déduction, il y a un petit déclic à avoir. Et pour faciliter ce déclic, bah là, il y a encore un travail de dingue qui a été fait par le Scorpion masqué dans la sélection des problèmes, de comment on les choisit, comment on fait les premiers problèmes, parce que plus on avance, plus il y a du challenge. Et pour ceux qui auraient peur, les parties sont rapides, donc il n'y a pas de frustration, on n'est pas bloqué à 2 heures à une table à se prendre une punition si jamais on n'y arrive pas. Non, les parties sont relativement rapides. Et du coup, c'est très progressif. Les premiers niveaux sont extrêmement accessibles. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour y arriver. On l'a bien vu, on sort du salon des Suns. Les parties durent 20 minutes. Il y avait 6 tables. À la fin du salon, il y avait 1500 feuilles de score. Ben, oui, bah ouais, ça fait quelque chose. Donc les gens y arrivent dans tous les cas. Et pour déclencher le plaisir, que ce soit le plus accessible possible, le plus ergonomique possible, le plus simple possible. Donc vraiment, ça a été une conjonction de plein d'éléments pour en arriver là. Hmm, ok. Et du coup, donc si j'ai bien compris, le jeu peut se jouer en solo ou en multi, jusqu'à 4 Ouais. joueurs. Quelles vont être les différences au niveau du jeu entre le solo et puis le multijoueur? Bon alors en solo évidemment c'est comme un casse-tête. Euh, En solo, ce qui se passe, c'est que on a une petite application. Alors c'est pas une application, c'est un générateur en ligne, un site web en ligne qu'on peut consulter depuis son téléphone. Et du coup, on va pouvoir indiquer quand on a trouvé le code, parce que du coup, on a un temps illimité, mais donc on peut poser des questions, des machins et tout. On va d'abord soumettre son code, savoir si on a trouvé ou pas, et ensuite le dire en combien de tours et de questions on l'a fait. Ce qui va de nous comparer à la machine. Parmi les conceptions un peu dingues, on a fait une sorte de, de super moyenne, ce qui n'est pas vraiment bien expliqué, mais on s'est interrogé sur la littérature scientifique de comment calculer ça. Et pour avoir un calcul qui soit juste entre un ordinateur, s'il jouait parfaitement, qu'est-ce qu'il fait? Les chances d'un humain d'y arriver en un nombre de tours raisonnable, et à combien est-ce qu'on doit à combien est-ce qu'on doit placer l'ordinateur dans tout ça, pour que si jamais on se fasse battre par l'ordinateur, on puisse se dire ah mince, je peux progresser, il y avait moyen d'être plus performant, mais qu'il soit quand même possible d'être meilleur que l'ordinateur. Donc on solo, on fait ça dans son coin, on pose ses questions, voilà, etc., etc., etc. Et à la fin, on peut se comparer, voir si on a retrouvé et où on en est par rapport à l'ordinateur. Il y a un thread absolument incroyable sur BGG, parce que comme les problèmes sont choisis aléatoirement le défi du jour, ils jouent en solitaire, donc les gens ils discutent de ce qu'on peut déduire. Des fois, on peut déduire des choses avant même que la partie commence, on peut déduire des choses. Et des fois, on peut déduire énormément de choses, des fois pas du tout. Donc du coup, des fois, on a des gars qui arrivent et qui disent waouh, c'est impossible, moi j'ai mis 4 tours et dans 4 tours et puis je sais pas 11 questions la machine elle a fait ça en 2 tours et 5 questions et c'est n'importe quoi, etc., etc. Et du coup, les gars disent ben non. Et puis regarde ce que tu aurais pu faire. Puis tu vois là, si t'avais été malin, t'aurais pu poser ça, 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 et du coup t'aurais eu ça et c'était mieux.
Et alors que d'autres jours, ça sera moins le cas parce qu'il n'y a pas autant d'exécution automatique. Il va falloir choisir l'ordre dans lequel on pose les questions et ainsi de suite. Et on découvre, surtout même en jouant en solitaire, qu'on progresse, etc., etc. Le jeu en compétitif, c'est une course, donc il faut être meilleur que ses camarades. Donc c'est un peu curieux, mais dans les jeux, je sais pas si tu étais fan de jeux de logique et de déduction. Si, si. euh, ouais, bah c'est cool. Du coup, tu devrais apprécier normalement ce genre d'exercice mental. Il y a souvent une immense part d'aléatoire qui est générée par les joueurs. Cryptid en souffre énormément, mais c'est pas le seul. On pourrait citer quasiment tous les grands jeux de déduction. Nous, le parti pris qui était là, le parti pris inverse, c'est que tout le monde part en même temps et le joueur ne se gêne pas. Il n'y a pas eu une interaction, un point dans ta gueule, je t'ai pris ta plaquette, je t'ai pris ton code. Non, tu testes ce que tu veux. Il faut être plus rapide et plus efficace que les autres. Euh, on peut évidemment arguer qu'il y a moins d'interaction que dans d'autres jeux, et c'est sincèrement vrai. Mais les discussions que ça génère sont absolument incroyables, et ça vaut sûrement tout l'or du monde pour ceux qui aiment comment dire, le challenge intellectuel. Ok, ouais. Bah, ça renouvelle un peu le parc de ce type de jeu, quoi, surtout. Oui, mais on espère. On espère, mais ça, on peut pas le décider, c'est pas nous qui le décidons. Ouais. Ça sera plus. Et du coup, au niveau, on va parler un peu d'édition, du coup, au niveau de tes relations avec les maisons d'édition, que ce soit Blue Cocker ou Scorpion Masqué, ça s'est passé comment? Est-ce que tu en as gardé une bonne expérience ou est-ce que tu as eu des challenges auxquels tu t'attendais pas? Ouais, alors, on peut parler des deux. Pour Blue Cocker, c'est un petit peu différent parce que Alain Ballet est un ami à moi depuis très longtemps. On se connaît depuis peut-être 20 ans maintenant. Voilà, donc pareil, je le connaissais avant qu'il soit éditeur. Il habitait, à dire la vérité, à 3 kilomètres de chez ma sœur. Voilà. Ma sœur habite dans la banlieue toulousaine et Alain, à cette époque-là, avait une maison perdue dans le coin, ce qui m'arrangeait bien. Comme ça, plutôt que de supporter des soirées foot ou rugby avec mon beau-frère, j'allais passer des soirées chez Alain. Plus tard, il deviendra mon éditeur, mais voilà, donc forcément, ça s'est très bien passé. J'ai eu un doute, forcément, signer un contrat, etc., etc., avec quelqu'un avec qui on a une relation d'amitié, ça peut être source de tension, mais ça l'a pas du tout été, ça s'est merveilleusement bien passé, enfin vraiment, euh, je, j'espère que de ton côté c'est aussi bien passé parce qu'on est toujours en excellents termes. On a d'autres projets ensemble, donc vraiment c'est carrément cool. Pour les Scorpions, comment ça s'est passé? Euh, J'avais envoyé un email à l'époque à Ludovic Papaïs que je connaissais bien parce que lui aussi je le connaissais avant qu'il soit dans le milieu du jeu. À cette époque-là, il bossait chez Yellow et du coup je lui avais envoyé un mail avec mon ancien proto et donc avant que même Johan soit dans la partie. Et je lui avais envoyé un mail et je lui avais dit à ton avis à qui je le montre? Et c'est lui qui m'a dit bah dis donc ça paraît tellement fou ton truc, montre-le à Christian Lemay lors du Salon des Sun. On était peut-être un mois avant. Et parce qu'il a fait des cryptos, et puis des cryptos c'était quand même un vrai challenge éditorial, c'est un truc qui est tellement différent de tout le reste que il a réussi à en faire quelque chose de son côté alors que c'était pas gagné. Donc j'avais simplement envoyé un mail et pris rendez-vous avec lui sur le Salon des Sun, non pas pour Turing Machine mais pour le proto d'avant. Et du coup euh, il avait joué, il avait trouvé ça assez incroyable et tout forcément, mais l'ancien proto n'avait évidemment pas l'envergure de ce qu'est Turing Machine maintenant. Et quand Johan est intervenu sur le projet et qu'il a commencé à poster sur les sociaux des images du prototype avec ce matériel incroyable, évidemment Christian était intéressé et du coup on lui a envoyé un exemplaire du proto de Turing Machine. Et ça devait être fin d'année 2019 probablement. D'accord, ouais. Donc ça a Totalement, ouais, mis... octobre, novembre, décembre de 2019 dans ces eaux-là. D'accord, ok, Peut-être ouais. peut-être janvier, mais en tout cas c'est aux alentours entre fin 2019 et début 2020. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, au niveau de tout ce qui est illustration, etc., et puis aussi bah, le thème, puisque ben, enfin, le thème est quand même Ah très ouais. présent, ça s'est passé comment? Est-ce que toi et Ah non, Johan, vous avez les choix? ouais. Non, ah non, le thème c'est assez rigolo. Euh, dans le proto que Johan avait envoyé, il y avait un lien avec Alan Turing. C'est que son thème à lui c'était un thème Seconde Guerre mondiale.
En vérité, donc c'est un code à 4 chiffres, on le rappelle, dans le proto initial, avant que les scorpions passent par là. Il y avait le premier chiffre, ça représentait le nombre d'infanterie, le deuxième, le nombre d'avions, le troisième, le nombre de sous-marins, et le quatrième, le nombre de tanks. Voilà, je dis ça, c'était ça. Et du coup, il y avait 4 informateurs, qui étaient des 4 informateurs qui connaissaient une partie du code Enigma. Et du coup, il fallait les interroger parce que chacun était indépendant et donc ne connaissait que sa partie, que son information à lui, pas l'information des autres. Et il fallait auprès de chacun découvrir son information pour connaître le code final qui nous donnerait donc comment est-ce que les Allemands allaient à la prochaine bataille, quelles troupes, quelles forces ils allaient engager. Bon, les Scorpions, ils ont dit bon, les thèmes Seconde Guerre mondiale, tout ça, on va éviter. On va éviter. Par contre, en faire un hommage à Alan Turing, ça paraît être une excellente idée. Et du coup, c'est vrai que ça marche carrément bien parce que ça ment pas aux clients de ce que c'est le jeu. Pour ceux que le nom Turing Machine euh, peut vouloir dire quelque chose, dedans il y a quand même une sorte de proto-ordinateur qui répond à des questions avec des cartes perforées. On sait que les cartes perforées, bon, c'est pas la même époque que la Seconde Guerre mondiale, c'est bien plus tard, mais c'est quand même une vieille technologie de l'informatique qui a été utilisée dans les années 60 et 70. Donc l'idée de dire bon, on fait un hommage à un truc comme ça, je trouve que ça marche bien. Bon, sur les illustrations, évidemment, c'est assez limité sur un jeu de déduction. Mais par contre, le parti graphite et la charte graphique, là, il y a un travail, là encore, de malade qui a été fait par l'éditeur. Euh, Bah oui, enfin, le directeur artistique, Sébastien Bizot, ça fait un travail de fou avec cette boîte perforée. Enfin, euh, voilà, ça ment pas au client et ça ment pas à celui qui va l'acheter. Y a rien de pire qu'un jeu, tu vois, que quelqu'un achèterait et puis voilà, il se trouve pas avec ce qu'il pense avoir. Là, au moins, ça ment pas. Mhm. Ok, d'accord. Il y avait quelqu'un dans Discord qui posait la question qui a pas pu venir, qui peut pas venir. Ouais, désolé, ça lag un petit peu sur le Twitch, mais bon, de toute façon, tout est remis après sur YouTube, donc il y aura pas de souci après au niveau de la vidéo. Il y avait quelqu'un donc sur Discord qui avait posé une question, donc Sylvain, qui demandait comment naissent pour toi les idées de création de jeu. Est-ce que ça part d'une histoire, d'un thème, d'une mécanique de jeu, d'une sensation, d'une émotion, enfin voilà, tout ça. Elle voulait savoir. Voilà, qu'est-ce qui te motivait à créer et qu'est-ce qui était le moteur de création si on avait un. J'en sais pas grand-chose. Je pense pas être un auteur professionnel, donc on n'est pas tellement maître de ses idées, de ce qu'on pense être cool. Moi, je réfléchis beaucoup le soir et la nuit. Bon, je sais pas, je dors très peu et en tout cas très mal. Donc, j'ai souvent au matin mes souvenirs de mes réflexions de la veille. Maintenant, enfin, quand je t'ai raconté l'histoire de Turing Machine au début, j'étais seul un soir dans mon salon en train de programmer un truc qui parlait d'un digicode et de quatre lois pour découvrir quel était le code quand on les mettait ensemble. J'étais même pas sûr que ça allait faire un jeu, ni même que ça allait aboutir, tu vois, il y avait même pas vraiment comment dire. Personne n'aurait pu dire à ce moment-là ce que ça allait devenir. Tu vois, Mhm, il y a pas de. Je me dis pas, tiens, je vais faire un jeu de ceci, je vais faire un jeu de cela. Et d'ailleurs, il faut admirer les auteurs qui font des jeux sur commande. Tu sais, mhm. quand quelqu'un a une licence, un machin, un truc, et puis veut un truc particulièrement là-dessus, c'est un autre exercice. Enfin voilà, ça me paraît très compliqué. On n'est pas maître de ses idées. Mhm. Un C'est jour, plus. on se dit, tiens, ça serait marrant de faire ça, et puis on essaye. Non, c'est ça, ça t'amuse, quoi. C'est ça la principale motivation. C'est que t'as l'idée, t'as envie de faire quelque chose, tu verras où ça amène. Peut-être que ça mènera nulle part, mais peut-être que ça Exactement. amène à un jeu Ouais. Mais surtout qui que sera édité et tout ça. Donc, je pense que tout le monde a des idées. Enfin, enfin vraiment, sûrement que tout le monde a même des bonnes idées. Souvent, la difficulté, c'est pas d'avoir une bonne idée, mais c'est plutôt d'avoir une bonne réalisation derrière. mm. J'ai eu des idées parfois où on a fait 3 protos dessus, et les 2 premières fois, c'était vraiment pas ouf, hein. Alors qu'au final, l'idée mécanique, c'est la même, le machin, c'est la même, le tricks, c'est la même. Ce qui rend que c'est intéressant, c'est le même truc, mais pourtant, pris de différentes façons, ça fait des choses très différentes. Donc, souvent, c'est plus que l'idée, c'est une bonne réalisation de ce qu'il y a autour qui est importante. Mm. Ok. J'ai- C'est un petit peu sombre, je vais allumer, hop, ce sera peut-être plus agréable. Je sais pas si. Hop, Allez, est-ce c'est que plus c'est pas clair. mieux? C'est plus clair, Ouais, c'est plus clair. plus clair. Et du coup, donc, tu disais tout à l'heure que tu avais quelques petits trucs en projet, notamment tu avais
un de ces jeux du coup que tu es en train de continuer, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Bah oui, oui, je peux vous parler. Alors, on a d'autres jeux signés avec Johan, déjà. Euh, donc, on a un petit jeu de solo, de logique, chez Djeko, qui est très très cool. C'est un peu le croisement de Picross et de Tetris. Il faut placer, ça s'appelle des pièces dans un quadrillage. Et il y a évidemment qu'une seule solution pour faire comme un Picross. On t'indique dans les abscisses, dans les ordonnées, ce qui doit apparaître et ce qu'on doit voir. Et voilà, donc c'est super malin et ça sortira sûrement l'année prochaine chez Djeko, puisque là, je crois qu'ils ont fini un petit peu toutes les illustrations, le packaging, le machin et tout. Donc je pense que c'est imminent. Avec Johan toujours, on a un gros jeu de logique et de déduction assez ambitieux. Et je dis gros, mais en fait c'est pas un gros jeu. C'est plutôt un jeu assez impressionnant dans ce que ça raconte. C'est un jeu d'enquête, logique et déduction dans l'espace et dans le temps. Faut s'imaginer des gens qui se déplacent entre des pays ou dans une maison à différents moments. Et on doit essayer de reconstituer tous les déplacements de tout le monde pour répondre à des questions. Et pareil avec un système de questionnement qui est extrêmement, extrêmement futé. D'accord, ok. Et du coup, c'est Ouais. un jeu plutôt narratif? Non, c'est que ça reste un jeu de déduction et de pure logique, en tout cas dans mon point de vue. Mais malgré tout, il y a une touche narrative puisque on va être projeté. Alors, c'est donc en très hypothétique, celui-ci sera chez Super Meeple. Donc là, a priori, la première boîte sera sur un thème plutôt Londres victorienne et dans un manoir. Donc il y aura des histoires liées à ce machin-là qui expliqueront pourquoi est-ce qu'on essaie de faire cela. Mais le cœur du jeu et le cœur du moteur, c'est pas un jeu narratif ou à la Sherlock Holmes des Détectives Conseil, en tout cas pas un jeu d'enquête comme ça, mais vraiment un jeu de déduction logique. Ok, d'accord. Ah oui, pas Et mal du de... coup, le fait que ça se dépasse dans le temps et que les gens soient contraints dans leur déplacement par les pièces d'une maison, par exemple, eh bien, ça fait des contraintes de graphique rigolotes pour faire des déductions et ça, c'est très très réjouissant. Qu'est-ce qu'on a encore avec Johan? On a encore un troisième jeu, donc un autre jeu chez Djeko. Alors là, il a été signé, mais il est encore pas très avancé en termes de développement de leur côté, je crois. L'idée est très amusante. On a les informations entre les joueurs est séparées et c'est un jeu où pareil on a plein de contraintes. Il faut résoudre le problème, mais c'est surtout un jeu de communication parce qu'on a chacun une partie des contraintes. Il va falloir communiquer rapidement avec tout le monde pour réussir à résoudre ce problème collaboratif. Donc c'est un jeu de déduction collaboratif, un jeu de logique collaboratif. Et donc pareil, le matériel est super cool. Il y a une table qui est posée normalement au milieu de la table et qui fait la séparation entre les informations des joueurs avec les pieds. Et du coup voilà, c'est très chouette. Et puis ensuite il y a d'autres projets plus ou moins aboutis en cours de signature. Donc j'en ai un autre chez Blue Cocker qui est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs, où il y a toujours un joueur qui va prendre 2 cartes, en laisser une, et c'est l'autre joueur, enfin en laisser l'une à l'autre, et on prend une pour soi. Et chaque carte peut avoir 2 effets, et donc on a un double choix chacun de ce qu'on va prendre ou garder ou pas l'autre en fonction de la situation. Et en plus, il y a un mode à 4 joueurs qui est absolument fantastique, où les paquets tournent, et on joue autant en équipe avec son coéquipier qu'avec ses adversaires, avec un système de paquets tournants très très sympa. Et puis en cours de signature, et c'est éminent, un gros jeu de civilisation, là ça passe dans la gamme du dessus, où je suis seul auteur. Et voilà, donc on en parlera sûrement plus tard, parce que c'est en cours. D'accord, ok, ouais. Oui, donc du coup, là, on va voir des jeux tous les ans, là. Presque. Oui, bah après c'est assez curieux parce que les jeux des fois on les signe et puis ils sortent 3, 4, 5 ans plus tard, des fois un an, des fois 2 ans, des fois trois Mhm. ans, c'est un peu curieux. Johan, lui a un jeu chez un éditeur qui est depuis je crois 7 ou 8 ans en cours d'édition, voilà, donc, Ah ouais. mais tout va bien, ça avance, ça progresse et tout, enfin, voilà. Bah, j'imagine que ça dépend de la taille du jeu, enfin, il y a Ça plein de dépend de ça contraintes, dépend de plein de paramètres et de puis l'éditeur, évidemment. les éditeurs ont un agenda et c'est un peu normal. Mhm. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Ok, Bon, alors... la norme c'est quand même de 1 à 3 ans, hein. Je pense que ce qui hmm. serait
Le plus commun, c'est de 1 à 3. Oui, c'est ça, généralement j'entends que la moyenne est à 2 ans, donc c'est ça, Ouais. c'est à 3 ans, tout à fait. Et du coup pour tout donc ce qui était ah oui non donc t'as dit donc tes projets c'était les différents éditeurs, mais du coup par exemple Scorpion Masqué t'aimerais bien retravailler avec eux Carrément, l'ancêtre de Turing Machine sur lequel je retravaille, évidemment, je leur reproposerai à eux en priorité parce qu'on ne peut être que satisfait de la collaboration qu'on a eue avec eux sur Turing Machine. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe autour du jeu depuis quelques mois. Donc, évidemment, ne pas leur reproposer quelque chose, au moins qui est proche dans les idées, ça serait quand même une faute de goût. je vois. Parce que je pense on a dit pas mal de choses hein, déjà. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de fin, un conseil à des jeunes auteurs qui veulent se lancer dans la création de jeux Un conseil à des jeunes auteurs, mais je sais pas, je me sens pas forcément très légitime. Vous avez sûrement eu des invités, qui ont édité des dizaines de jeux, qui sont des spécialistes, qui font des sessions auteurs. Euh, Moi, je travaille surtout avec mes copains. Un peu bizarre, mais si ça marche? non, mais j'habite à Lyon. Et il y a des groupements d'auteurs autour de moi, des machins et tout, mais pour l'instant, je participe pas du tout. En vrai, je sors pas tant que ça, quoi. C'est pas le truc. La vraie difficulté, c'est que l'auteur de jeu, il fait pas que créer un jeu. La vraie difficulté, c'est que l'auteur de jeu, il doit aller séduire un éditeur après. Et il se transforme en fait en deuxième job d'être le VRP de son jeu. Parce que faut quand même aller voir des gens, aller leur dire, bah, allez investir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, aller travailler des mois, et peut-être à la fin pour vendre très peu de boîtes. Et donc, bah, forcément, qu'ils sont frileux, ils reçoivent énormément de choses. Et donc, la vraie difficulté de l'édition, c'est pas tellement la création, c'est vraiment l'étape d'après, quoi. Mhm, Donc, si ceux qui s'imaginent qu'être auteur de jeu, c'est créer des jeux, ben, c'est que la partie sympa du boulot. mhm. Et je le Et- dis vraiment, enfin, en tout cas pour moi, c'est. euh, Là, j'ai essayé de faire ça un peu plus sérieusement lors du Festival des Suns en début du mois, mais oui, oui, il faut prendre des rendez-vous, il faut aller rencontrer les gens, il faut leur présenter, et je pense qu'il y a des gens qui ont un talent plus naturel que d'autres, euh, parce que leur personne, parce que plus sympathique, parce que plein d'éléments en fait. On signe pas qu'un jeu, on signe tout. mhm, Donc courage à tous ces gens qui ont envie de se faire éditer. mhm. Le chemin est long. Donc ouais, c'est ça, tu conseilles en fait tout ce qui va être de participer au festival, d'aller de promouvoir son jeu via peut-être même des concours de prototypes, Ah, bah, j'ai d'aller, jamais voilà, fait c'est ça, ça. moi. Oui, oui, bah, D'accord, ok. bah, mais il faudrait, enfin, je leur déconseille surtout pas de le faire. Il y en a pour qui ça a super bien marché et tout. Enfin, je suis vraiment pas une référence, hein. Je pense vraiment que je suis illégitime pour aller vraiment donner des conseils. Je suis pas un professionnel, donc voilà. Oh, t'as quand même réussi à éditer deux de tes jeux hein, déjà et à en signer pas mal quand même, donc Oui, oui, on oui, va, oui, on oui, va pas, oui. on va pas se mettre dans le Euh, syndrome de oh l'imposteur, non, 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 c'est pas imposteur, mais mais euh, oui, non, c'est vrai. Non, 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 je non, me ouais, plains pas. non. Après, j'avais aussi peut-être une facilité qui était que il y a beaucoup de gens que je connaissais d'il y a longtemps. C'est-à-dire, Oui, c'est ça, un euh, réseau en fait finalement que t'avais déjà oui, bien construit en oui. fait. Bah oui, et d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux éditeurs que je découvre, alors qu'ils sont, voilà, mais que j'avais juste jamais rencontrés, parce que comme je me déplace assez peu, bah voilà, y a plein de gens que je connaissais pas. Alors que moi, je connaissais surtout bah, tous les anciens éditeurs d'il y a 20 ans. Oui, et puis il y a plein de petites boîtes d'édition là qui ouvrent de plus en plus, enfin voilà, et bon, qui peinent parfois à trouver leur place, mais des jeux justement de jeunes auteurs, etc., c'est toujours, enfin, parfois ils sont motivés parce que c'est un jeu qui est nouveau, comme Turing Machine, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu qui propose une mécanique qui est différente de la plupart des jeux de son espèce, donc Oui, oui, mais il y a un été, je pense que c'était l'été 2001. J'avais deux trois protos dont je suis particulièrement content. D'ailleurs, certains ont été signés, donc voilà. Mais du coup, durant mes 6 heures de TGV pour aller en Bretagne pendant l'été, je me dis, bah voilà, je vais vraiment essayer de contacter les éditeurs et de le faire avec méthodologie et pratique.
donc de faire un vrai pitch, une vraie présentation, les règles absolument bien écrites, extrêmement simples. Pour certaines, une petite vidéo extrêmement courte, 1 minute 30, 2 minutes, pour qu'il y ait absolument que l'essentiel, un truc le moins pénible du monde. Et puis j'ai pris tous les éditeurs qui avaient sorti un jeu cette année, donc les éditeurs actifs. Et puis j'ai été sur leur page, souvent leur site web, leur Facebook, leur machin et tout. Le taux de réponse est extrêmement faible. Et on peut pas leur en vouloir, c'est très décourageant. Enfin, vraiment, c'est très, 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 très décourageant. Mhm. Faut rester motivé, quoi. Ouais, j'en suis pas encore arrivé au moment où les éditeurs viennent me chercher et me demander un prototype. Ça serait évidemment l'idéal, mais j'en suis pas là. Faut se faire connaître un petit peu d'abord, et puis... Oh, je sais pas. Non, peut-être que pour d'autres ça fonctionne. Je sais pas. De ce que j'ai compris, c'est quand même pas tous les jours qu'un éditeur vient voir les joueurs pour aller, les auteurs pour aller chercher des Je jeux, sais mais pas. À sans être Grenoble, connu, je veux dire. ouais, ah bah oui, sans être connu, c'est sûr que non. Bah voilà. Mais par exemple, la team Kadema à Valence avec Antoine Bozin en tête de pont, je sais que souvent eux ils sont contactés par des éditeurs pour des commandes, pour des choses comme ça. Oui, voilà. Et du coup, c'est quand même une. Voilà, on parle d'Antoine Perspective. Boza, de Ah ouais, Fedati ouais. ou autre, donc Que vous devriez on est... interviewer pour ce genre de conseils, hein, parce que. c'est ça, voilà. Mais on joue pas dans la même cour, du coup. Non, je rigole. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Alors, je sais pas si t'avais d'autres trucs à dire. Je sais pas, non, pas spécialement. Parfait. En tout cas, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Je sais pas d'ailleurs si dans le chat il y avait. Désolé pour les lags qu'il y a eu. Ça a un peu bugué à un moment. Je sais pas pourquoi, une petite perte de connexion internet, je ne sais pas. C'est les problèmes de l'Irlande, il fait extrêmement mauvais ici et c'est la tempête. Bon, bref. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Fabien. Et puis, Je t'en on prie. a hâte de recevoir la boîte de Turing Machine dès qu'elle sortira en boutique. Et puis, Incessamment, comment? incessamment sous peu, je crois que c'est pour Voilà, la c'est semaine ça, la prochaine. semaine prochaine, voilà, fin de semaine prochaine. Mais on peut précommander dès maintenant, donc tant qu'à faire. Et puis on attend aussi avec impatience les sorties des années prochaines avec tous ces jeux que tu as signés, puisque tu en as cité peut-être 5 ou 6 un truc comme ça. Donc De déjà signé, j'ai dû t'en citer 3 et de presque signé ou en cours de voilà, signature. presque signé. Voilà, donc En cours de signature. ça fait quand même un bon peu, comme on dit chez moi. Euh, en tout cas, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Merci à toi pour l'accueil. Et donc du coup la vidéo sera remise sur YouTube pour pouvoir y retourner quand on veut et puis donc regarder l'ensemble de l'interview. Très bien. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée et on se dit à dimanche prochain pour la session dominicale. Bye Au bye, revoir. au revoir.